Le désert de l'Arizona était ma tombe, jusqu'à ce que la vie me soit rendue par la main inattendue de mon pire ennemi. Le soleil de plomb écrasait les terres arides de l'Arizona, transformant l'air en une fournaise chatoyante. Le silence, presque religieux, n'était rompu que par le chant strident des cigales et le bruissement léger de mes mocassins sur la terre craquelée et ocre. Je m'appelais Nita, et le sang des Apaches Chiricahua coulait dans mes veines, un sang aussi ancien et fier que les roches pourpres qui nous entouraient. Mon peuple m'avait appris à lire la terre comme un livre ouvert, à connaître chaque plante, chaque animal, chaque murmure du vent. Ce jour-là, j'étais seul, parti à la recherche de la racine de yucca, dont les fibres servaient à tresser des cordes solides et dont le suc apaisait les brûlures. Ma besace en peau de daim était déjà à moitié pleine. Je progressais avec prudence, l'œil aux aguets, le pas léger. Le désert est une mère généreuse, mais aussi une prédatrice impitoyable. Chaque ombre pouvait cacher un danger, chaque rocher un piège. J'avais appris à ne jamais baisser ma garde. Alors que le soleil commençait sa lente descente vers l'horizon, peignant le ciel de teintes orangées et violettes, j'ai aperçu une touffe particulièrement prometteuse, nichée au creux d'un petit amas de rochers. Une joie simple m'a envahi. La récolte était bonne. Je me suis accroupi, mon couteau à la main, prêt à déterrer la précieuse racine. J'étais concentré sur ma tâche, sur le geste précis hérité de ma mère et de ma grand-mère avant elle. Mes doigts ont effleuré la terre sèche, écartant les petits cailloux. C'est à cet instant précis que le monde a basculé. Je n'ai pas vu le serpent. Je n'ai entendu qu'un sifflement bref, un son sec et mortel qui a déchiré le silence une fraction de seconde avant la douleur. Une douleur fulgurante, comme si un millier d'aiguilles chauffées à blanc venaient de s'enfoncer dans ma chair, juste au-dessus de la cheville. Mon cri a été étouffé par la surprise et l'effroi. Je suis tombé en arrière, le cœur battant à tout rompre, et là, enroulé sur lui-même, prêt à frapper de nouveau, se tenait un serpent à sonnette, sa queue vibrant frénétiquement. Ses yeux, deux perles noires et sans âme, étaient fixés sur moi. D'un mouvement instinctif, j'ai lancé une pierre dans sa direction, et il a disparu dans une crevasse, aussi vite qu'il était apparu, me laissant seul avec le poison qui commençait déjà sa course mortelle dans mon corps. J'ai baissé les yeux sur ma jambe. Deux petits points sanglants, presque insignifiants, marquaient l'endroit de la morsure. Mais déjà, la peau autour commençait à enfler, à prendre une teinte violacée. Une brûlure intense irradiait le long de mon mollet. La panique, froide et visqueuse, a tenté de s'emparer de moi, mais je l'ai repoussée. La fille d'un chef ne pleure pas, elle agit. Je savais ce que je devais faire. Le campement était à des heures de marche, trop loin. Je devais agir, et vite. J'ai déchiré une bande de tissu de ma tunique et l'ai nouée fermement au-dessus du genou, espérant ralentir la progression du venin. Puis, j'ai sorti mon couteau. Mes mains tremblaient, mais ma détermination était intacte. J'ai serré les dents jusqu'à m'en faire mal aux mâchoires et j'ai pratiqué 2 incisions en croix sur la morsure, comme les anciens nous l'avaient enseigné. Le sang noir a commencé à perler. J'ai penché la tête et j'ai tenté d'aspirer le venin, de le cracher sur le sol poussiéreux, 1, 2, 3 fois. Le goût métallique et amer a empli ma bouche, mais la douleur dans ma jambe ne faisait qu'empirer. Le vertige s'est emparé de moi. Des sueurs froides coulaient sur mon front, malgré la chaleur étouffante. Ma vision a commencé à se brouiller. Le désert, autrefois si familier, se tordait en formes étranges et menaçantes. Je savais que je perdais la bataille. Le poison était trop puissant, trop rapide. Je me suis adossé contre un rocher, ma respiration devenant rauque et difficile. Le soleil couchant m'aveuglait, transformant le monde en une immense tache de lumière dorée et douloureuse. C'est donc ici que mon chemin s'arrêtait, seul, vaincu non pas par un guerrier, mais par une créature silencieuse de la terre, une amère ironie. J'ai fermé les yeux,
sentant mes forces m'abandonner, me préparant à rejoindre les esprits de mes ancêtres. C'est alors que j'ai entendu un son qui n'appartenait pas au désert, le bruit lourd et régulier des sabots d'un cheval. J'ai rouvert les yeux, avec peine, une silhouette se découpait dans la lumière du crépuscule. Un homme, un visage pâle. Il était grand, monté sur un cheval alezan, portant le chapeau usé et les vêtements poussiéreux de ces hommes qui volaient nos terres. Un cow-boy. Mon premier réflexe a été la peur, une peur encore plus profonde que celle du venin. Ces hommes étaient nos ennemis, la source de tant de nos maux. Ma main a cherché instinctivement le manche de mon couteau, mais je n'avais plus la force de le soulever. L'homme a mis pied à terre, ses bottes éperonnées sonnant sur le sol rocailleux. Il s'est approché lentement, sans un mot, son visage buriné par le soleil et la méfiance. Son regard a balayé la scène, s'arrêtant sur ma jambe enflée, sur le sang noir qui souillait ma peau. Je m'attendais à de la haine, du mépris, ou pire, à ce qu'il m'achève comme un animal blessé. Nos peuples étaient en guerre, une guerre silencieuse et brutale. Il n'y avait aucune raison pour qu'ils me viennent en aide. Mes paupières étaient lourdes comme des pierres. Le monde devenait noir. L'étranger s'est arrêté à quelques pas de moi. J'ai vu sa main se déplacer vers sa ceinture, mais ce n'est pas son pistolet qu'il a sorti. C'était un couteau, plus long et plus effilé que le mien. Il s'est agenouillé près de moi, le métal de sa lame brillant d'un éclat sinistre sous le soleil couchant. Puis, il a posé ses yeux sur les miens, et je n'y ai vu ni haine ni pitié, juste une étrange détermination. Sa main a saisi ma cheville avec une force que je ne pouvais plus combattre. Mon dernier souffle s'est échappé dans un murmure. J'ai cru ma dernière heure arriver. Je m'attendais à la froide morsure de l'acier qui trancherait ma vie, à une fin rapide et brutale aux mains de l'ennemi. Mais ce ne fut pas la mort qui vint. Ce fut une autre sorte de douleur, vive, nette et précise, qui me traversa la jambe et me tira de ma torpeur. Le couteau de l'homme avait agrandi mes propres incisions, d'un geste sûr et sans hésitation. Un cri étranglé s'échappa de mes lèvres. Le choc de la douleur était si violent qu'il balaya momentanément le brouillard qui envahissait mon esprit. Mes yeux s'ouvrirent en grand, fixés sur cet étranger qui était penché sur moi. Puis il fit quelque chose qui défiait toute ma compréhension, toute la haine que mon peuple nourrissait à l'égard du sien. Il jeta son couteau sur le côté, se pencha davantage et pressa sa bouche contre la plaie sanglante de ma jambe. J'ai senti la succion, puissante et régulière, sa bouche sur ma peau, la bouche d'un visage pâle, l'humiliation et le salut mêlés en une sensation si étrange, si intime, qu'elle me glaça le sang plus encore que le venin. Il aspirait le poison, le crachant à plusieurs reprises sur la terre rouge à côté de nous. Le monde semblait s'être arrêté, le soleil couchant, le chant des insectes, la peur, la douleur. Tout se figea dans cet acte impensable. Un homme blanc, un cow-boy, était en train de risquer sa propre vie pour sauver la mienne, une Apache. Après ce qui me parut une éternité, il se releva. Du sang et du venin maculaient le bas de son visage, mais il n'y prêta aucune attention. Il s'essuya la bouche d'un revers de manche et alla à son cheval. J'étais trop faible pour bouger, je ne pouvais que le regarder, le souffle court. Il revint avec une gourde et un petit sac en toile. Sans un mot, il versa un peu d'eau sur la plaie pour la nettoyer, puis y appliqua une poudre grisâtre qui me piqua vivement avant d'apaiser la brûlure. Enfin, il déchira une bande de tissu propre de sa propre chemise et pansa ma jambe avec une dextérité surprenante. La nuit était tombée, rapide et froide comme seul le désert sait l'être. L'homme ramassa du bois mort et alluma un petit feu qui crépita joyeusement, projetant des ombres dansantes sur les rochers. Il s'assit de l'autre côté du feu, le dos contre une pierre, son fusil posé à portée de main. Il ne me regardait pas, mais je sentais son attention sur moi. Le silence entre nous était plus lourd que les rochers qui nous entouraient, chargés de décennies de sang versé, de terre volée et de promesses brisées. Qui était-il? Pourquoi avait-il fait ça? La gratitude luttait en moi contre une méfiance ancestrale. Un loup,
peut-il cesser d'être un loup? La fièvre commença à monter. Un frisson glacial me parcourut malgré la chaleur des flammes. Mon corps était à la fois brûlant et glacé. La douleur dans ma jambe s'était transformée en un élancement sourd et profond qui remontait jusqu'à ma hanche. Ma tête se mit à tourner, les ombres projetées par le feu se muaient en formes menaçantes, des soldats, des serpents géants, les visages déçus de mes ancêtres. J'ai commencé à délirer, marmonnant dans ma langue des fragments de prières et de malédictions. À travers le voile de la fièvre, je voyais le visage du cow-boy. Parfois, il semblait dur et cruel, ses yeux deux éclats de glace dans la nuit. D'autres fois, il paraissait fatigué, presque triste, et une profonde cicatrice sur sa joue semblait raconter une histoire de violence et de perte. Je me souviens vaguement qu'il s'est approché de moi, a soulevé ma tête avec douceur et a porté le goulot de sa gourde à mes lèvres. L'eau était fraîche, un baume sur ma gorge desséchée. C'était un simple geste de bonté, mais il était si incongru, si impossible dans ce contexte, que mon esprit fiévreux ne savait comment l'interpréter. Était-ce une ruse? M'abreuvait-il comme on abreuve un animal avant de le mener à l'abattoir? Les heures passèrent, dans un brouillard de douleur et de confusion. Je dérivais, perdant la notion du temps, flottant entre le monde des vivants et celui des esprits. Le poison avait été en partie retiré, mais la fièvre faisait maintenant son œuvre, menaçant de consumer le peu de force qui me restait. Je sentais la vie me quitter, glissant entre mes doigts comme le sable fin du désert. Puis, alors que l'aube commençait à peine à blanchir le ciel à l'est, je sentis un changement. Le cow-boy avait éteint le feu. Il se tenait debout au-dessus de moi, une silhouette sombre contre la lumière naissante. Son ombre me recouvrait entièrement. Mon cœur s'emballa de nouveau. C'était la fin. Il m'avait maintenu en vie durant la nuit, mais maintenant, il allait finir le travail. Peut-être voulait-il une prime pour mon scalp. Peut-être était-ce sa nature qui reprenait le dessus. Je fermai les yeux, résigné. Mais au lieu de la lame d'un couteau ou du froid d'un canon, je sentis des bras puissants se glisser sous mes épaules et mes genoux. Il me souleva de terre comme si je ne pesais rien. Mon corps était flasque, incapable de la moindre résistance. J'ai ouvert les yeux avec une difficulté infinie. Mon regard lucide croisa le sien. Son visage était à quelques centimètres du mien, impénétrable. Il ne montrait aucune émotion, ni pitié, ni colère, juste une détermination de fer. Il se dirigea vers son cheval, moi toujours dans ses bras. Il m'installa délicatement en travers de la selle, devant lui, puis monta à son tour. Le cheval s'ébroua, impatient de partir. Je sentais la chaleur de son corps contre mon dos, le tissu rêche de sa chemise contre ma joue. Je n'avais pas la force de lutter, à peine celle de respirer. Où cet homme, mon ennemi, mon improbable sauveur, était-il en train de m'emmener? Vers un fort de l'armée? Vers un village de colons où je serais jugé? Ou vers une mort plus lente et plus certaine, quelque part au milieu de ce désert impitoyable? Le monde se résumait au balancement régulier du cheval, au soleil implacable qui me brûlait la peau et à la présence solide et silencieuse de l'homme dans mon dos. Chaque chaos envoyait des vagues de douleur fulgurantes le long de ma jambe, mais la fièvre avait émoussé les contours de la réalité, me plongeant dans un état second, à la fois lucide et onirique. Je ne savais pas depuis combien de temps nous chevauchions. 1 heure? 1 jour? Le soleil grimpait dans le ciel, puis redescendait, et les paysages arides défilaient dans une monotonie hypnotique. Nous n'avons pas échangé un seul mot. Le silence était son langage, et la faiblesse était le mien. De temps en temps, sa main se posait sur mon front, un contact bref, presque clinique, comme pour vérifier l'intensité de ma fièvre. Parfois, il arrêtait sa monture près d'un ruisseau asséché où subsistait un peu d'eau, et, après avoir bu lui-même, il en remplissait sa gourde et la portait à mes lèvres. Je buvais avec l'avidité d'un animal assoiffé, sans force pour refuser,
le corps réclamant ce que l'esprit rejetait. Chaque geste de sa part était un paradoxe qui torturait mon âme. Il me soignait, me protégeait du soleil en ajustant sa propre ombre sur moi, mais son visage restait un masque de pierre. La haine et une étrange forme de gratitude se livraient une guerre silencieuse dans mon cœur. Je me souvenais des récits des anciens, des histoires de massacres, de familles séparées, de la brutalité sans nom de ces envahisseurs. Cet homme était l'un d'eux. Le même sang, la même race. Pourtant, ses mains, qui auraient dû être celles d'un tueur, étaient devenues celles d'un guérisseur. Je l'observais à la dérobée. Ses mains étaient calleuses, marquées par le travail et sans doute par la violence. Ses yeux, d'un bleu délavé comme le ciel du désert, scrutaient constamment l'horizon, non pas avec la peur d'un homme perdu, mais avec la vigilance d'un prédateur ou d'une proie aguerrie. Il connaissait cette terre, il la lisait aussi bien que moi. Alors que le deuxième crépuscule depuis ma morsure commençait à teinter les canyons de pourpre et d'or, mon angoisse a redoublé. Nous quittions les sentiers que je connaissais. Chaque pas du cheval m'éloignait un peu plus de mon peuple, de ma famille, de tout ce qui constituait mon monde. S'il voulait me tuer, pourquoi attendre si longtemps? S'il voulait une rançon, pourquoi s'enfoncer si profondément dans des terres inhabitées? Mon esprit fiévreux échafaudait les pires scénarios. Peut-être me gardait-il pour une torture plus lente, ou pour me vendre comme esclave dans une ville lointaine dont j'ignorais jusqu'à l'existence. Finalement, alors que la lune commençait à s'élever, ronde et pâle, le cheval ralentit. Nous sommes entrés dans un petit canyon caché, un cul-de-sac naturel dont l'entrée était presque invisible, masqué par un éboulement de rochers. Au fond de ce refuge inattendu se dressait une petite cabane de bois, à peine plus qu'une hutte, avec une cheminée en pierre et une seule fenêtre qui ressemblait à un œil sombre dans la pénombre. Une mince volute de fumée s'échappait encore de la cheminée, signe d'une présence récente. C'était donc ici, son repère. Il mit pied à terre avec une souplesse qui démentait sa carrure, puis me souleva de nouveau dans ses bras. Cette fois, j'étais plus consciente. J'ai senti la fatigue dans ses muscles, j'ai entendu son souffle régulier près de mon oreille. Il poussa la porte de bois brut avec son épaule et entra. L'intérieur était simple, presque monacal. Un lit de camp, une table et une chaise, quelques ustensiles de cuisine et une petite pile de livres usés. Une odeur de fumée froide, de cuir et de solitude flottait dans l'air. Il me déposa délicatement sur le lit de camp, sur une couverture rêche mais propre. La fièvre me faisait grelotter. Il alla raviver le feu dans l'âtre, et bientôt, une lueur chaude et dansante chassa les ombres des coins de la pièce. Il se tourna vers moi, et pour la première fois, je crus déceler quelque chose dans son regard. De la lassitude peut-être. Il s'approcha pour examiner ma jambe, défaisant le bandage avec précaution. L'enflure avait un peu diminué, mais la peau était toujours d'une couleur effrayante. Pendant qu'il préparait un nouveau cataplasme avec des herbes qu'il sortit d'une boîte en fer, mes yeux, lourds de fatigue, balayaient la pièce, cherchant un indice, n'importe quoi qui pourrait me révéler qui était cet homme. Mon regard s'arrêta sur le mur au-dessus de la cheminée. Plusieurs objets y étaient accrochés, un vieux couteau de chasse, une peau de coyote tannée et autre chose. Un objet qui fit s'arrêter mon cœur. Accroché à un clou, bien en évidence, se trouvait une bourse à médecine en peau de cerf. Pas n'importe laquelle, je l'aurais reconnue entre mille. Les motifs perlés formaient la constellation du grand corbeau, le symbole de notre clan. Les deux petites plumes d'aigle, attachées par un fil de tendon, étaient légèrement effilochées par le temps. Un frisson, qui n'avait rien à voir avec la fièvre, me parcourut l'échine. Le sang se glaça dans mes veines. C'était la bourse de ma mère, disparue lors d'un raid mené par des visages pâles il y a 10 hivers de cela, alors que je n'étais qu'une enfant. Que faisait son bien le plus précieux, son esprit gardien, ici
accroché comme un trophée dans l'antre de cet homme blanc. La vue de la bourse de ma mère a provoqué en moi une décharge d'adrénaline plus puissante que n'importe quel poison. La fièvre, la douleur, la faiblesse, tout a été balayé par une vague de fureur et de chagrin incandescent. Cet homme n'était pas un sauveur, c'était un monstre, un pilleur de tombes, ou pire, l'assassin de ma mère. Il avait sauvé ma vie pour mieux la détruire, pour me narguer avec le souvenir de tout ce qu'il m'avait pris. Où avez-vous eu ça? Ma voix était un croassement rauque, mais chargé d'une haine si pure qu'elle le fit sursauter. Il s'arrêta dans son geste, le cataplasme d'herbe à la main, et suivit mon regard. Son visage, d'habitude si impénétrable, se fendit d'une expression que je ne lui connaissais pas, une tristesse profonde, presque ancienne. Il reposa le cataplasme et s'avança lentement vers la cheminée. Il décrocha la bourse du clou, la tenant dans ses mains calleuses avec une révérence qui me parut obscène. Elle appartenait à une femme courageuse, dit-il, sa voix grave résonnant dans la petite cabane. C'étaient les premiers mots qu'il m'adressait. Elle s'appelait Anawa. Le son du nom de ma mère, prononcé par cette bouche étrangère, fut comme un coup de poignard en plein cœur. Les larmes que j'avais retenues depuis des jours montèrent à mes yeux et dévalèrent mes joues brûlantes. Vous l'avez tué, ai-je suffoqué, chaque mot une torture. Vous êtes l'un d'eux, les tueurs qui ont attaqué notre campement. Il secoua la tête, lentement. Non, je n'étais pas l'un d'eux. J'étais celui qui est arrivé trop tard. Il se tourna vers moi, la bourse toujours dans ses mains, et je vis alors toute la douleur du monde dans ses yeux bleus délavés. Mon nom est Jedediah. J'étais trappeur. J'échangeais des fourrures avec votre peuple, en paix. Votre mère était mon amie, plus qu'une amie. Il marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. Le jour du raid, j'étais en chemin pour votre campement. Quand je suis arrivé, il n'y avait que du feu et du sang. J'ai trouvé Anawa. Elle était blessée à mort. Les hommes qui ont fait ça étaient des voleurs de chevaux, des renégats que même les miens méprisaient. Avant de mourir, elle m'a fait promettre de veiller sur sa fille. Une petite fille aux yeux noirs comme l'obsidienne, qui s'était cachée dans les rochers. Elle m'a donné ceci, pour que je puisse te retrouver un jour, et pour que tu saches. Il s'approcha du lit et me tendit la bourse. Mes doigts tremblants se refermèrent sur le cuir familier. Mon monde basculait une seconde fois. Cet homme, que je voyais comme un ennemi, était le gardien de la dernière promesse de ma mère. « Je t'ai cherché pendant des années, » continua-t-il d'une voix douce. « Mais ton peuple a été déplacé, poussé toujours plus loin. J'ai fini par m'installer ici, sur cette terre qu'elle aimait tant, vivant seul, espérant que les esprits me guideraient un jour jusqu'à toi. Hier, quand j'ai vu le serpent, puis toi, j'ai su que c'était le signe que j'attendais. Je le regardais, abasourdi, la cicatrice sur sa joue, la tristesse dans ses yeux, sa solitude, tout prenait un sens nouveau et déchirant. Il n'était pas un conquérant, mais un exilé, hanté par un massacre dont il n'était pas responsable. Il avait vécu 10 ans dans l'ombre de cette promesse, un homme pris entre deux mondes, n'appartenant à aucun. La haine qui m'avait animé s'effrita, laissant place à une compréhension confuse et douloureuse. Il finit par appliquer le cataplasme sur ma jambe. Son contact n'était plus celui d'un ennemi, mais celui d'un homme qui partageait mon deuil. Les jours suivants se déroulèrent dans un calme étrange. Jedediah s'occupa de moi avec une patience infinie, me nourrissant de bouillon et changeant mes bandages. Il parlait peu, mais quand il le faisait, c'était pour me raconter des bribes de souvenirs de ma mère, des anecdotes sur son rire, sa sagesse, sa façon de lire les étoiles. À travers ces mots, je retrouvais des fragments de mon enfance perdue. Quand je fus assez forte pour me tenir debout, il ne me retint pas. Il me rendit mon couteau, remplit ma besace de provisions et me montra le chemin le plus court pour rejoindre les montagnes où mon peuple campait désormais. Au moment de nous séparer, à l'entrée du canyon caché,
Le silence revint entre nous, mais il n'était plus chargé de méfiance. « Le venin est sorti de ton sang, Nita, » me dit-il simplement. « J'espère qu'un jour, le poison de la haine pourra aussi quitter le cœur de nos deux peuples. » Je ne répondis rien, mais je serrai la bourse de ma mère dans ma main. En le quittant, je savais que mon histoire ne serait plus jamais la même. Je rentrais chez moi non seulement avec la vie sauve, mais avec une vérité plus complexe et plus douloureuse que tout ce que j'avais connu. L'homme que j'aurais dû haïr était devenu mon sauveur, le gardien de ma mémoire. Le désert, qui avait failli me prendre la vie, m'avait finalement offert un héritage inattendu, la preuve que même dans la terre la plus aride, la plus brûlée par la haine et la violence, une fleur improbable de compassion et d'humanité pouvait parfois éclore. Mon chemin était encore long, mais pour la première fois, il n'était plus seulement guidé par le passé, mais aussi éclairé par l'espoir fragile d'un futur où toutes les blessures, même les plus profondes, pourraient un jour commencer à guérir.